Écoutez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir à accomplir en un an ce que d'autres étudiants arrivent à faire en 3, 4, 5 ans. Comment condenser vraiment le travail pour faire un petit peu comme la salle du temps dans Dragon Ball Z. Comment réussir à vraiment se mettre dans un environnement, dans une disposition exceptionnelle pour vraiment prendre de l'avance sur tout le monde et réussir mieux que tout le monde. Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un petit exemple qui va vraiment vous montrer clairement et concrètement ce que je veux dire. Quand je suis arrivé personnellement en première année de médecine, donc j'étais au lycée, euh, j'ai toujours hésité entre école d'ingénieur, école de commerce, études de médecine. Et donc, bon voilà, finalement, j'ai choisi école de médecine. Je raconterai peut-être dans une autre vidéo pourquoi j'ai été amené à faire ce choix-là. Mais donc, voilà, je passe mon bac. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans les études de médecine, souvent en première année, c'est que on va prendre une prépa, bien sûr. Une prépa, c'est un organisme qui va nous permettre de nous aider, de nous accompagner à réussir cette première année de médecine. Et en fait, la plupart du temps, quand on est au lycée, on ne sait absolument pas travailler, on est, nul, on ne sait pas se concentrer, on n'arrive pas à faire des grosses amplitudes de travail et donc la plupart de ces organismes, la plupart de ces prépas, hem, font ce qu'on appelle, un stage de pré-rentrée. C'est-à-dire qu'on va faire pendant 15 jours avant la rentrée, donc souvent c'est à peu près le 15 août, donc comme ça nous permet de profiter un peu des vacances et après on a cette période de transition, durant laquelle on commence à se remettre au travail, on découvre un petit peu les cours de médecine, ils nous font quelques conférences de méthodologie et ensuite comme ça, pendant 15 jours, on fait la transition, on commence à avoir les cours et on arrive le 1er septembre motivé et on est briefé et on est parti et on démarre. Parce que voilà, il y a tellement de différence entre la personne qu'on doit être en première année pour pouvoir réussir et la personne que 99 des étudiants sont au lycée que, c'est hyper important. Et en fait, moi, dans ma prépa, ils avaient au lieu de faire 15 jours avant la rentrée, donc à partir du 15 août, ils avaient décidé de faire 15 jours au tout début des vacances d'été, de nous laisser toutes les vacances d'été pour commencer à voir un petit peu le programme et pour le travailler de notre côté, et ensuite de refaire non pas 15 jours, mais une seule semaine avant la rentrée, histoire de, voilà, de couper ces 15 jours en une semaine au tout début des vacances et une semaine à la fin des vacances. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que en une semaine, juste après le bac, donc c'était vraiment le lendemain du bac, donc moi je venais de passer le bac, dans ma tête je me suis dit, l'an prochain je vais faire médecine, je vais profiter de mon été, histoire d'arriver vraiment frais. Et donc voilà, le lendemain du bac, j'arrive, en plus, je me rappelle, on était en retard au premier cours. Donc, on arrive avec mon pote, ça a commencé à 8 heures. Et je sais pas, on s'est pris les bouchons, machin, etc. On est arrivé genre à 9h20, je crois. Donc, un petit peu de retard. Et on était en plein cours de RMN. Donc, s'il y a certains étudiants ici qui reconnaissent ce cours-là, c'est des cours pour, en fait, pour comprendre l'IRM. Sauf que quand tu es au lycée, que tu comprends rien et que tu arrives en plein milieu d'un cours de RMN, on s'est dit, ouh là là, qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, on a commencé à avoir peur. Bref, ce que je veux dire, c'est que donc, j'arrive à ce stage de pré-rentrée, juste après le bac, et ils nous disent, voilà, vous allez devoir réviser un petit peu, on va vous donner un tiers du programme, on va condenser vraiment un maximum de cours qu'on va vous faire toute la journée. Comme ça, vous découvrez les cours une première fois, vous avez tout l'été pour les voir un petit peu. Et ensuite, juste avant la rentrée, on va se faire un petit concours blanc. Bien sûr, vous n'allez pas avoir 13 ou 14 parce que ça voudrait dire que vous êtes déjà prêt pour le concours. Mais comme ça, on voit ceux qui ont commencé un petit peu à se mettre dans le bain et vous allez découvrir les cours. Donc voilà, on avait tout l'été pour travailler nos cours, etc. etc. Et donc moi, dans ma tête, c'était assez clair. J'avais pas envie de travailler l'été, j'avais envie de profiter. Comme ça, j'arrivais le 1er septembre et j'étais frais et j'avais, en fait, dans ma tête, moi, j'ai vraiment besoin de ligne de départ. Et j'avais besoin de ce 1er septembre, ou c'était peut-être le 2, mais le jour de la rentrée, m'y mettre à fond. Et donc, je suis arrivé à ce concours blanc une semaine avant la rentrée. Et en fait, voilà, le prof à la prépa, il nous avait dit il faudrait avoir 10, 12. Ça veut dire que vous commencez déjà à maîtriser un petit peu cette partie du programme. Et donc, quand vous allez arriver en cours, vous n'allez pas découvrir, vous allez commencer à prendre de l'avance. Et en fait, moi, j'avais pas du tout fait ça. Du coup, le jour du concours blanc, ben, j'ai tout mis au hasard. J'ai eu 5 ou 6. Il m'a dit toi, t'es pas bien parti. Et en plus, je me rappelle, quand on est en première année, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle doublants, c'est-à-dire que ces personnes-là ont déjà fait une première année. Certains ont peu travaillé et donc ils ont eu, je sais pas, il faut être dans les 300 premiers, ils ont fini 2 millièmes, donc ils étaient très loin. Et certains ont fini 500e, donc ils étaient pas très loin. Donc ils ont beaucoup travaillé déjà l'an dernier et donc ils sont déjà quasiment prêts.
Et je me rappelle, il y avait un doublant qui avait fini, je crois, dans les 500e, qui était pas loin d'avoir eu le concours l'an dernier. Et donc ça, c'était à l'époque, hein, c'était en PACES. Maintenant, entre guillemets, il n'y a plus le droit de redoubler. Vous faites passe, puis après vous passez en LAS, mais c'est un petit peu le même concept. Et lui, donc, il était doublant. Il avait déjà travaillé toute l'année dernière, donc il avait un an d'avance sur moi. Et ensuite, l'été, c'est ce qu'il nous a dit, hein, mais il nous a dit l'été, j'étais ultra déter. Mon objectif, c'était vraiment de réussir le concours. Enfin voilà, c'était son rêve. Donc tout l'été, il dit qu'il avait travaillé 12 heures par jour. Donc vous vous imaginez l'avance qu'il a par rapport à moi. Moi, je suis un lycéen qui débarque. Je connais rien au cours. J'ai pas travaillé l'an dernier, donc lui, il a un an d'avance sur moi. Tout l'été, il est censé avoir travaillé 10, 12 heures par jour, donc il a encore des mois et des mois d'avance. Et ensuite, on arrive le 1er septembre, et là, du 1er septembre jusqu'au 15 décembre, c'était là, on passait le concours du premier semestre le 15 décembre, pardon, donc j'avais 3 mois et demi pour être comme une machine. Et cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, attention, il a quand même plutôt bien réussi. Je crois qu'il a fini 150e sur 3000. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fini 60e. C'est-à-dire que je ne connaissais rien. De septembre jusqu'à décembre, en 3 mois, j'ai réussi à faire plus de travail que lui en 2 ans. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ce concept de salle du temps. C'est-à-dire que, on va le voir, hein, comment on peut réussir dans des années charnières, dans des années importantes, à mettre en place cette salle du temps, se créer un écosystème, un environnement tellement fabuleux de réussite qu'on arrive en fait, à tout rattraper. Alors attention, hein, toute proportion gardée, il faut toujours être dans les temps. Moi, personnellement, j'avais commencé à partir de septembre. Je n'ai pas commencé au mois de milieu novembre. Évidemment, en un mois, ce n'était pas possible. Mais voilà. Et c'est un petit peu exactement ce que j'ai fait aussi en sixième année. En sixième année, donc pour tous ceux, les étudiants en médecine qui sont là, ici, évidemment, là, il n'y a que des étudiants en médecine, mais s'il y en a qui sont en passe, peut-être qu'ils comprendront moins, mais tous les externes, vous savez qu'à l'époque, c'était quatrième, cinquième année, c'était bon, on commence l'externat en quatrième, cinquième année, et après on passait le concours en fin de sixième année. Et donc il y avait quand même un petit peu, là j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas actuellement, parce que vu que vous passez le concours en fin de cinquième année, il n'y a plus trop ce concept de D4. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment quatrième, cinquième année, tu étais un externe un petit peu lambda. Et quand tu étais un D4, tu étais vraiment celui qui préparait le concours très activement et c'était un statut un petit peu particulier. Du coup, moi, en quatrième, cinquième année, j'ai travaillé plutôt correctement, mais c'était pas non plus la folie. C'est-à-dire que je pense que si j'avais gardé ce rythme-là, j'aurais fini dans les 5 millièmes. J'étais vraiment pas dans la course. J'étais clairement pas dans la course. Parce que je travaillais, mais bon, j'étais pas à fond. J'avais une copine qui n'était pas en médecine, du coup, j'étais pas 100% dedans, etc., etc. Et l'été, entre ma cinquième et ma sixième année, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, frérot, tu as envie de devenir chirurgien plastique. À l'époque, c'est ce que je voulais faire parce que j'étais dans un stage avec un chirurgien plastique. J'étais passé en stage et j'avais adoré. Il était de un hyper gentil. J'étais investi au bloc. Je m'habillais tout le temps. C'était vraiment passionnant. Et bien sûr que la chair plastique, ça attire pour beaucoup de raisons. Mais c'était aussi parce que j'étais tombé sur quelqu'un d'inspirant. Moi, je suis quelqu'un aussi de très... j'aime beaucoup les défis, les challenges, et donc je savais que faire chair plastique c'était c'était l'aspect la plus demandé, donc du coup ça m'a aussi motivé à travailler. Et donc du coup, voilà, j'avais un peu ça dans la tête, et à un moment, l'été, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon voilà, tu veux faire chair plastique, tu veux pas une ville pourrie, tu veux pas non plus finir à Rouen, donc il fallait que je finisse dans le top 500, je le savais, top 500 voire top 300. Et donc je me suis dit, bon voilà, maintenant là, tu es dans une dynamique qui fait que si tu continues comme ça, tu n'auras jamais ce que tu veux. Et donc pareil, déclic, et la rentrée le 1er septembre de ma D4, je suis passé en mode machine de combat, je suis passé en mode salle du temps, et je suis venu tout massacrer. Tout massacrer, je suis passé en mode machine, j'ai travaillé 10-12 heures par jour, j'ai quitté ma copine de l'époque, j'ai travaillé 10-12 heures par jour de 8 heures à 22 heures tous les jours, de manière ultra concentrée, j'étais passé en mode machine. Et voilà. Et donc en un an, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont essayé d'avoir ce rythme-là pendant les 3 ans, mais il n'était pas aussi intense et exceptionnel que ce que j'ai mis. Et donc, en un an, entre guillemets, j'ai fait le travail que certains ont fait en 3 ans. Évidemment que si je n'avais pas du tout travaillé en quatrième, cinquième année, je n'aurais pas pu faire ça. Mais en un an, j'ai mis une telle intensité, j'étais dans la salle du temps et je suis arrivé le jour du concours et j'étais prêt. J'étais prêt et là, j'ai fini 360e au concours de l'ECN et donc j'ai pu choisir radiologie. Et voilà, mais sans ce, ce concept de pendant un moment donné, je suis dans la salle du temps. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les images mentales, se dire, voilà, je trouve que c'est difficile pendant, par exemple, tout l'externat de se mettre vraiment dans ce mode machine. Je pense qu'il faut avoir un bon rythme de croisière régulier et assez important
pour être sur les bons rails, mais il y a un moment où vous allez devoir ouvrir la porte et rentrer dans la salle du temps. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager ça un petit peu en 7 étapes clés vraiment qui vont vous permettre de rentrer dans cette salle du temps. Et vous allez voir que avec cette mentalité-là, vous allez pouvoir accomplir des résultats qui sont exceptionnels. Que ce soit pour les premières années, tout simplement parce qu'en première année, notre vie peut changer du jour au lendemain avec un bon classement, devenir médecin, devenir dentiste, devenir kiné, peu importe. Et après, toute votre vie, c'est terminé. Alors après, en fonction de ce que vous voulez, voilà, des fois, pour certains, ça suffit pas d'être médecin, ou peu importe, mais déjà, rien qu'en faisant ça, vous passez à un niveau supérieur, un step social supérieur qui fait que vous allez bien gagner votre vie, vous allez avoir de la liberté, etc. etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Juste avant d'attaquer le cœur de la vidéo, vous avez vu que ces derniers temps, je fais des miniatures un petit peu moins aguicheuses. Je fais des vidéos où je fais moins de montage, etc. Tout simplement parce que c'est le genre de vidéo que moi je consomme, c'est le genre de vidéo qui me plaît, où on se pose l'un avec l'autre et je vous partage uniquement de la valeur, uniquement des choses que moi j'ai expérimentées durant mes études. Je ne suis pas là pour vous donner les 5 conseils qui vont vous faire réussir. J'ai envie de vous partager honnêtement, tranquillement, le plus de valeur possible. Et même si ça va faire beaucoup moins de vues, je préfère impacter vraiment profondément 1500, 2000 étudiants qui sont vraiment investis, qui sont vraiment motivés et pour qui ça peut vraiment faire un déclic et ça peut vraiment apporter de la valeur, plutôt que de réussir à faire une vidéo à 100 000 vues. Mais en fait, la plupart sont entre-temps en train de faire je sais pas quoi, qui sont pas impliqués dans la vidéo. Et moi, j'ai fait une vidéo hyper montée juste pour, entre guillemets, vous divertir et faire bonne conscience. Là, j'essaie vraiment de me poser, de vous faire des vidéos qui vont vous impacter. Et moi, personnellement, je consomme le contenu, ça peut être dans les transports, ça peut être à la salle de sport, ça peut être durant des balades, mais voilà. Souvent, c'est un contenu, moi, je suis pas trop en train de regarder les vidéos, c'est-à-dire que j'ai certaines vidéos que je vais regarder sur l'ordinateur, mais c'est vraiment des vidéos pratiques. Et sinon, la plupart des vidéos, je les regarde quand même, entre guillemets, quand je suis en train de faire autre chose, parce que quand je suis posé sur mon ordinateur, bah, finalement, je ne regarde pas des vidéos YouTube, je suis en train de bosser. Et voilà, c'est un petit peu, alors après, peut-être que tout le monde ne fait pas comme moi, mais c'est pour ça, moi j'ai envie de partager du contenu que personnellement je consommerai et voilà, vous posez. Alors moi, personnellement, j'ai investi dans YouTube Premium parce que je ne suis pas en train de faire la publicité, mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet de verrouiller mon téléphone et de pouvoir faire ma vie, d'être à la salle, d'aller marcher et de ne pas consommer toute ma batterie. Et je crois qu'en tant qu'étudiant, c'est moins de 10 euros par mois et vaut mieux ne pas avoir Netflix, vaut mieux ne pas avoir je sais pas quoi et au moins avoir par exemple YouTube Premium avec du contenu de qualité. Alors vous pouvez l'avoir sinon sur Spotify au format podcast ou Apple Podcast. Peut-être que je réfléchirai à mettre ces vidéos que je vous fais là parce que ça devient un petit peu du format pseudo-podcast. Si vous voulez les avoir au format podcast, n'hésitez pas à me dire dans la description. Mais voilà, ça pourrait permettre à certains qui n'ont pas YouTube Premium d'avoir les vidéos. Et encore que, je fais exprès sur mes vidéos, peut-être que vous l'avez remarqué, je ne mets pas les publicités, c'est-à-dire que ça vous permet, sans avoir YouTube Premium, donc quand vous avez YouTube Premium, ce qui est bien, c'est que vous pouvez verrouiller le téléphone et dans tous les cas, vous avez comme ça, vous pouvez continuer la vidéo. Mais si vous n'avez pas YouTube Premium, vous laissez juste le téléphone allumé, mais ça ne consomme pas c'est pas que ça consomme pas la batterie, ça consomme un peu plus de batterie, mais ce qui se passe, c'est que vu que j'ai enlevé les publicités, vous n'êtes pas dérangé en plein milieu de la vidéo par une publicité. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Et voilà, et pour moi, c'est ma façon à moi d'aider les étudiants et aussi d'essayer d'apporter vraiment ce côté. Les réseaux sociaux, en fait, ça peut nous aider à faire de grandes choses ou ça peut nous détruire. Moi, personnellement, je me suis vraiment construit sur YouTube. Je fais une petite aparté rapidement, après on va passer vraiment au cœur de la vidéo, mais je me suis construit avec YouTube, que ce soit pour apprendre des sujets, plein de sujets différents. Voilà, je suis vraiment la génération YouTube, je regarde très peu la télé et je suis en permanence sur YouTube, enfin en permanence, j'écoute beaucoup des vidéos YouTube, mais j'essaie de, un, consommer du contenu intentionnellement, de savoir quel type de contenu, qu'est-ce que je vais regarder pour apprendre des choses. Là, en ce moment, j'ai envie d'apprendre des choses, par exemple, sur le marketing. Ben, j'apprends, je regarde des vidéos de qualité sur le marketing, j'apprends des vidéos de qualité sur les startups, sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Je vais chercher des vidéos de qualité qui sont longues, des vidéos de 20, 30, 40 minutes de sujets intéressants et je les consomme quand je fais le ménage, quand je suis en train de faire du sport, quand je vais marcher. Et comme ça me permet, entre guillemets, bien sûr, d'optimiser mon temps. Et quand je suis sur mon ordinateur, je ne suis pas là à regarder des vidéos. Au contraire, je suis en train de bosser sur des projets, apprendre des cours de radiologie, voilà, trouver d'autres choses à faire. Donc voilà, et je trouve qu'en fait, en faisant ça, on arrive à vraiment utiliser, à utiliser l'outil
de la bonne façon. Parce qu'évidemment, quand les réseaux, ça peut très bien être sur le téléphone, à scroller, à perdre son temps, au lieu d'être en train de travailler sur son ordinateur, se mettre une vidéo YouTube de divertissement. Ça, c'est le mauvais côté des réseaux. Ça, c'est le côté qui vous fait perdre du temps. Alors, bien sûr, de temps en temps, moi aussi, par exemple, le soir, des fois, quand je mange, j'aime bien me regarder une petite vidéo divertissante. Je vais pas tout le temps être en train de regarder une vidéo éducative. Mais voilà, moi, je trouve que on a besoin dans tous les cas de ne pas être tout le temps en train de travailler sur son ordi. Il faut aller faire du sport, aller dehors, faire d'autres activités. Mais pendant ce temps-là, moi j'aime bien optimiser en écoutant des vidéos de qualité. Et pour ça, il ne faut pas des vidéos de 2 minutes, de 3 minutes, de 5 minutes où il y a du montage, etc. Moi, en fait, j'ai quasiment jamais mon téléphone sur YouTube en mode je regarde la vidéo. C'est toujours quelqu'un qui est en train de parler de sujets de qualité, des gens qui ont de l'expérience dans un domaine qui m'intéresse. Et je trouve que c'est comme ça qu'on apporte vraiment un maximum de valeur. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en place sur cette chaîne. Et je sais que ça fera moins de vues, mais je préfère vraiment avoir cet impact et partager aussi du coup cette consommation des réseaux. Parce que j'ai l'impression, après c'est pas la science infuse et c'est mon avis, et vous avez le droit de pas du tout avoir le même avis, vous avez le droit d'avoir d'autres pratiques, mais moi c'est mon avis. Je trouve que de cette façon-là, c'est entre guillemets la meilleure façon de consommer les réseaux. Déjà, plutôt des contenus longs, sur des sujets qui sont vraiment choisis et qui nous intéressent et qui nous permettent de progresser et tout en étant, entre guillemets, en train de faire quand même quelque chose d'autre, à part si bien sûr vous avez besoin d'un tutoriel, vous avez besoin de faire quelque chose. Si demain là, je vous fais une vidéo comment utiliser Notion, c'est quand même mieux d'être sur l'ordi en même temps en train de regarder, mettre sur pause, essayer de faire de votre côté. Voilà, c'est important d'appliquer les choses. Mais ce genre de vidéo vraiment tutoriel dédié sur lequel je vous montre comment utiliser Notion, comment prendre des notes, souvent elles sont dans ma prépa. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment sur YouTube, vous partager des idées, des philosophies, des apprentissages qui vont pouvoir vous nourrir consciemment et inconsciemment pour essayer de changer un petit peu de mentalité et voilà, sans avoir la prétention de vouloir être pas impactant, mais de devoir changer les choses, mais voilà, juste essayer de partager moi mon mode de pensée, ma philosophie. Et après, si vous avez vraiment envie de tutoriels spécifiques dédiés, tout est dans la prépa. Donc ceux qui sont intéressés, c'est une prépa 100% gratuite. Le lien est dans la description. C'est une prépa dans laquelle je partage des astuces sur les intelligences artificielles, des astuces sur apprendre ces cours concrètement. Je me mets face à un cours, je vous montre comment je l'apprends, comment prendre des notes sur Notion. Finalement, je trouve que c'est pas mal. Et voilà. Donc en ce moment, c'est un petit peu la stratégie que j'aborde sur YouTube. Bref, donc maintenant qu'on a fait cette longue introduction, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de comment transformer en fait finalement une année en une décennie de progrès et comment rentrer dans cette salle du temps. Donc la première chose, et moi je me rends compte que c'est finalement toujours indispensable parce qu'on a besoin de savoir exactement ce qu'on fait, exactement qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Et donc pour moi la première partie et la première étape, c'est de se définir un objectif obsessionnel. Quelque chose qui va nous obséder pendant cette année-là, pendant ces 3 mois-là, pendant ces 5 mois-là. Qu'est-ce qui va nous obséder et et pourquoi on va le faire. Donc, se définir un objectif qui est obsessionnel, avoir une vision claire et puissante. Pourquoi tu veux réussir? Et voilà, donc ça peut être parce que je veux devenir chirurgien, parce que je veux réussir les études de médecine, parce que je veux être libre, parce que je veux pouvoir rendre fier ma famille, parce que je veux être fier de moi, parce que je veux... voilà, peu importe, chacun a ses raisons. Moi, je vous conseille, et personnellement, sur mon Notion, j'ai un espèce d'inspiration board, c'est-à-dire que j'écris mon objectif, je me suis mis quelques photos, quelques images qui illustrent cet objectif et régulièrement, tous les matins, j'ouvre, boum, ça peut durer vraiment 1 minute, je regarde, tac, et on est parti, on avance, on avance. Comme ça, vraiment, on a une vision claire, on sait pourquoi on fait tout ça, et ça nous permet vraiment de démarrer avec intention. Parce que parfois, les gens sont là et se disent, bon, je sais pas, je vais faire des études de droit, ouais, parce que, je sais pas, mes parents, ils trouvent que, je sais pas, mes parents travaillent dans le droit, ils trouvent que c'est bien, voilà, finalement. Et en fait, alors voilà, évidemment, études de médecine, souvent, c'est assez clair, on sait ce qu'on veut faire, on veut être médecin, on veut être dentiste, on sait un petit peu pourquoi, mais voilà, je me mets à la place d'autres étudiants, même des fois dans d'autres études, on ne sait pas trop vraiment pourquoi on le fait. C'est un peu par défaut, parce que nos parents nous l'ont dit, parce que c'est un peu tout le monde qui le fait. Voilà, il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez. Et n'hésitez pas à prendre ce temps nécessaire pour vous questionner. Et moi, avant de me mettre vraiment à fond dans cette 6e année, j'ai eu des moments de réflexion exactement pourquoi je voulais faire ça et je me suis reconnecté à mes ambitions profondes et je me suis rendu compte qu'au fond de moi, j'étais quelqu'un de profondément ambitieux et que j'avais simplement besoin d'être dans le bon environnement et d'être face aux bons défis. Et voilà, et donc je me suis reconnecté, j'ai éliminé les personnes toxiques de mon environnement pour vraiment être 100% focus sur mon objectif qui était vraiment aligné avec moi-même. Donc première partie, objectif obsessionnel. Et justement,
pour finaliser cette première partie, il faut avoir un engagement total. Il ne doit pas y avoir d'alternative, pas de plan B. Et quand on a un engagement total, c'est là où on peut vraiment prendre des risques en termes d'engagement et c'est là où on maximise ses chances de réussir. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà raconté sur la chaîne. Ben voilà, j'étais avec une fille à l'époque qui n'était pas vraiment en mode études de médecine. Je faisais pas études de médecine. Après, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ça. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais en étant objectif et en analysant les choses comme elles sont, je savais très bien que si je restais avec cette personne-là, je n'aurais pas pu autant travailler, je n'aurais pas pu avoir un engagement aussi important et donc, j'ai décidé de l'écarter de ma vie. Et en faisant ça, en me séparant et en étant dans les meilleures dispositions, c'est pareil, quand j'étais en première année de médecine, je me suis dit, bon ben voilà, je ne peux pas rester chez mes parents pour travailler parce que j'avais besoin d'être dans un environnement où j'étais à côté de la fac, j'allais à la bibliothèque à pied, tout mon environnement devait tourner autour de la médecine. Et donc voilà, en première année, j'ai décidé de prendre un appartement, même si j'habitais, entre guillemets, qu'à 20 minutes de la faculté en voiture. Alors le matin, il y avait un peu de bouchons, etc., etc., mais j'ai décidé de prendre un appartement vraiment à 3 minutes de la fac, comme ça, et j'ai pris des risques. Il faut avoir des risques en termes d'engagement. Il faut ne pas se donner d'alternatives. Alors après, on verra et on en rediscutera. Bien sûr que dans tous les cas, on essaie de tout donner et le résultat final, on ne peut pas tout maîtriser et parfois, parce que sinon, ça serait trop simple. Tout le monde ne réussit pas. Et quand on ne réussit pas, on verra que on peut rebondir. Il y a toujours des possibilités. Mais dans sa tête, en fait, avant de devoir réfléchir à la solution parce qu'on n'a pas réussi, avant ça, il faut qu'on ait un engagement total et qu'il n'y ait pas d'alternative, pas de plan B. Et moi, je le vois, la dernière fois, j'ai eu un étudiant en coaching et qui me dit, voilà, moi, je suis prêt à tout, j'ai envie de réussir, je suis hyper motivé, voilà, c'est hyper important pour moi. Et cette personne-là, en creusant, en analysant, en discutant, je trouvais un point vraiment de blocage dans sa méthode, c'est qu'il habitait à 1 heure de la fac. Le temps de prendre les transports, le temps de prendre le bus, d'attendre le bus, etc., etc. Il habitait à 1 heure de la fac. Je lui dis, pour moi, 1 heure de transport, même si dans les transports, tu me dis que tu fais des QCM, que même pendant les transports, tu es en train de, de réviser, d'écouter des conférences, est-ce que tu penses que c'est la même qualité que quelqu'un qui est en deep work et qui bosse, qui peut dormir un peu plus parce qu'il est reposé et qu'il est vraiment sur son bureau en deep work? Est-ce que tu penses que c'est la même qualité de travail? Il me dit non. Sauf que là, on ne parle pas de 1 heure par semaine, on parle de 1 heure le matin, 1 heure le soir. Plus être dans les transports, le stress, le machin, le truc, le ceci, le cela. Donc je lui dis là, en fait, tu es en train de me dire que tu es prêt à tout pour réussir, mais tu habites à 1 heure de la faculté. Et c'est quoi le truc? Donc après, en ayant discuté, au fond, c'était un peu une question d'argent, mais c'était possible. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité d'habiter juste à côté de la fac. C'est juste qu'il fallait quitter l'appartement actuel, il fallait du coup faire des démarches, il fallait rechercher un nouvel appartement, il fallait... voilà. J'ai dit, mais en fait, ça, ce travail-là, tu sais qu'il faut le faire au fond de toi, mais tu as un peu la flemme. Et donc là, pour moi, tu n'es pas dans un engagement total. Et donc quand on a vraiment envie de réussir, voilà, et on le voit, les gens qui réussissent significativement, ils sont à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de j'ai peur. Et voilà, et même dans les gens qui ont réussi de grandes entreprises, ils ont investi, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de plan B, ils étaient 100% investis. Et donc ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Il faut un engagement total. Et voilà. Et quand vous dites, alors bon, moi, mon fils, il a vraiment envie de réussir en médecine ou j'ai envie de réussir en médecine, mais bon, la prépa, là, franchement, ils abusent, c'est 3 000 € la prépa. Bon, 95%, 99% des étudiants ont une prépa, mais bon, moi, je sais pas, je pense que je vais pas prendre de prépa, c'est trop cher et tout. Bon, ben en fait, oui, certes, peut-être qu'on peut réussir sans prépa, peut-être que les prépas, ils se gavent un peu, que c'est un peu trop cher, mais en fait, si vous avez envie de réussir, je sais pas, donnez-vous tous les moyens. Et alors après, on va pas non plus abuser, payer une prépa à 15 000 €, mais je sais pas, il faut se donner les moyens de réussir. Et voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que quand on a envie de réussir, il faut se donner les moyens et il faut avoir un engagement total et arrêter de se trouver des excuses et ne pas avoir la flemme. Parce que si vous avez la flemme maintenant, vous allez avoir la flemme tout le temps, il n'y a pas d'autre meilleur moment. Hop, je remets la caméra un tout petit peu plus droite, elle était un tout petit peu décalée. Voilà, donc première partie, objectif obsessionnel, plus ne pas avoir d'alternative, pas de plan B. Ensuite, la deuxième chose, c'est dans cette salle du temps, il faut que ce soit un environnement exceptionnel. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas espérer réussir. Et je vais vous faire un petit comparatif que je me suis un petit peu imaginé moi ces derniers temps. Euh, il y a certains profils atypiques. C'est-à-dire, en fait, ça aussi, c'est un élément hyper important que j'ai envie de vous partager, c'est que
Des fois, on va prendre exemple sur des profils atypiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui soient tout seuls chez lui, qu'ils aient une prépa ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils aient pris un organisme qui leur permet de regarder les vidéos en conférence, etc., etc. Même sans tout ça, ces personnes-là auraient réussi parce que c'est des anomalies. Ils comprennent très bien les concours, ils arrivent à se motiver. Voilà. Il y a des gens, c'est des anomalies. Sauf que pour 95% des gens, vaut mieux viser et se donner tous les moyens de réussir et ce qui marche plutôt que de se dire: «Ah ouais, mais lui, il a pas pris de prépa» ou lui, il bossait chez lui tout seul, loin de la faculté, il fait des transports et cetera et cetera. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se mettre dans un environnement de réussite. On ne peut pas espérer réussir sans un environnement adapté. L'environnement, ça vient de quoi? Ça vient de un, le lieu. Que déjà de un, on va commencer par le lieu de vie. Le lieu de vie, il y en a pour qui ça va être adapté de rester chez leurs parents ou chez eux parce que, bon, ben voilà, ils habitent pas si loin. C'est pas non plus à 1 heure, mais ils sont à une demi-heure. Et en fait, quand ils sont chez eux, ils gagnent du temps parce que leurs parents ou leurs femmes leur font à manger, qu'ils ont rien à faire, qu'on leur font les linges, etc., etc., et qu'ils viennent, ils bossent toute la journée, et puis après le soir, ils passent du moment en famille, ça leur recharge l'énergie, etc., etc. Il y a cette possibilité-là, mais quand même, pour la plupart des gens, on a besoin d'habiter proche de la faculté pour être dans cette énergie de mes potes, ils sont là, ils bossent, tout le monde est motivé, tout le monde va à la BU tous les jours. C'est je vais en stage, je vais à la BU, je rentre chez moi, je travaille, etc. Voilà, ça c'est la première chose, c'est le lieu de vie. Et moi, je vais vous prendre l'analogie que je réfléchis un petit peu en ce moment. J'en ai déjà parlé. Moi, le milieu des startups me passionne, m'intéresse, parce que voilà, c'est l'aventure entrepreneuriale un petit peu ultime de monter une startup. Sauf que demain, là, dans la ville où je suis, avec l'environnement où je suis, c'est-à-dire rien, il n'y a personne autour de moi qui a envie de monter une startup. Je pourrais essayer de monter une startup en ligne, m'associer avec, et c'est ce que j'ai déjà fait hein, sur le projet d'intelligence artificielle sur de DNGPT. On peut monter une startup comme ça en créant une société sur Internet, en s'associant avec quelqu'un, en faisant des appels vidéo, travailler dans son coin, mais ce n'est pas du tout la même émulation que si demain je déménage, je vais à Paris et je me mets à Station F, qui est l'incubateur de startup, où tous les jours je vais au bureau, il y a 40 ou même pas 200 mecs qui font une startup autour de moi. Quand tu vas manger le midi, tu parles de startup. Des mecs, ils te disent, eux, comment ils ont réussi, les échecs qu'ils ont eus, etc. Voilà, c'est pas du tout pareil que d'être chez soi, tout seul, isolé, à essayer de bosser sur sa startup et peut-être à regarder un peu des vidéos YouTube de gens qui montent des startups, plutôt que de prendre le risque de déménager, d'aller à côté à Station F, là où tout le monde monte des startups. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, que ce soit le lieu de vie et l'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien. Et donc là, ça va être aller à la BU tous les jours, aller à la prépa, euh, voilà, à la prépa ou à la BU ou bon, chez vous s'il y a des amis qui viennent, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Et il faut surtout pas négliger cet environnement. Parce que moi, je vois beaucoup d'étudiants qui sont tout seuls à travailler chez eux, même si leurs parents sont de bonne volonté, bah, ils ne se rendent pas compte que ça demande beaucoup de sacrifices. On se remet tout le temps en question. C'est normal, c'est normal. Même en étant moi à la prépa toute la journée, en étant en train de bosser avec mes potes, je me remets en question. Est-ce que c'est pas n'importe quoi? Est-ce que je vais réussir et ceci et cela? Donc il faut être dans une dynamique avec, dans un lieu de vie, dans un environnement tous les jours pour travailler et avec des gens qui sont motivés, qui vont faire que travailler c'est normal et c'est facile. Et voilà, parce que si autour de vous, tout le monde, c'est que des anciens potes de lycée qui sont, je sais pas, qui travaillent 35 heures par semaine, une fois qu'ils ont fini à 17 heures, ils rentrent chez eux, ils jouent à la play, mais quand vous allez rentrer chez vous après stage, vous n'allez pas avoir envie de bosser. Et c'est normal, parce que le cerveau, il compare à tout ce qu'il y a autour de lui, et il va à la facilité. Sauf que si, quand vous rentrez chez vous, ben, vous appelez, vous voyez, vous êtes en stage, et vous allez directement à la prépa ou à la BU, et vous voyez que des gens en train de bosser, vous dites, non mais attends, je vais pas être là sur mon téléphone à scroller, ça sert à rien. Enfin, personne ne fait ça. Donc voilà, il faut vraiment se mettre dans un environnement qui fait que c'est naturel et c'est beaucoup plus simple de se mettre au travail et un environnement qui nous motive, qui nous inspire. Il ne faut pas un environnement qui nous draine, il faut un environnement qui nous élève. Donc pour ça, eh ben, je vous l'ai dit, c'est le lieu de vie, le lieu où vous travaillez et les gens que vous côtoyez au quotidien. Et c'est pareil, on peut très bien être à la prépa, à côté de la fac et être avec des potes qui, finalement, même si, attention, hein, je n'ai jamais négligé de faire médecine générale, etc., mais qui, eux, se disent, au pire, bon, bah, je ferai MedG, si je finis 6 millième à l'internat, c'est pas très grave, venez, on va se boire une bière, venez, on va faire un tennis, venez, on va faire ci, on va faire ça. Ça n'a rien à voir que d'être avec que des brutes qui sont en mode, vas-y les gars, on vise le top 500. Ça n'a rien à voir. Donc même dans le même environnement, juste avec quelques personnes que vous fréquentez, ça peut être beaucoup bien différent. Donc attention à ça.
juste petite nuance, j'ai toujours précisé qu'il ne faut pas non plus être dans l'extrême. Enfin, il faut toujours quand même prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu de sport, il faut bien dormir, il faut voir un peu ses amis, avoir des relations sociales pour ne pas péter un câble. Parce que travailler du début de la 4e année jusqu'à le concours de l'EDN sans prendre de pause, sans voir ses amis, sans voir sa famille, en étant tout le temps sur son bureau à bosser de manière idiote, ça ne réussit pas non plus. Moi, j'en connais plein qui ont réussi, qui arrêtaient de bosser à 19h30 parce que la journée, ils avaient très bien bossé, qu'ils allaient faire des petits padels le soir de temps en temps, etc., etc. Voilà, il faut trouver le bon équilibre, il faut prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale, et je le répète à chaque fois, et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer aux étudiants, mais donc, il faut quand même se mettre dans un environnement de gens qui sont déterminés, de gens qui ont faim et qui ont envie vraiment de se donner les moyens de réussir. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie, c'était l'importance de l'environnement physique et les gens que vous côtoyez. Et attention, très important, donc moi j'ai marqué lieu, l'effet du lieu sur la concentration, se créer une bulle de distraction, s'entourer de gladiateurs. Et la dernière chose, c'est éviter les personnes toxiques. Parce que malheureusement, vous pouvez être avec des potes qui sont motivés, habiter proche de la fac, être dans une dynamique de fou, et soit avoir une copine ou un copain toxique, ou quelqu'un dans votre vie qui est toxique et qui vous sabote un peu tout. Et donc attention, parce que le problème, c'est que dans cette recette finalement de la réussite, on peut, c'est plein de, il n'y a pas un élément qui va vous faire réussir. En fait, c'est ça, et voilà, là je mets le doigt sur quelque chose. Il n'y a pas un élément pris isolément qui va vous faire réussir. C'est pas parce que hop, vous avez juste des potes qui sont déterminés que vous allez réussir. Il y a des éléments qui sont plus ou moins importants, bien sûr, mais c'est une combinaison de tous les petits détails que je vous donne. Mais la difficulté, c'est que même si vous mettez plein de tout petits détails qui vont vous faire réussir, dans le sens inverse, un seul vraiment, comme qu'on appelle ça, quand on est en couple, on dit que c'est un red flag. Un seul red flag peut vous empêcher littéralement de réussir. Que ce soit un copain toxique, une copine toxique, habiter à 1 heure de la fac, etc. Voilà, il faut mettre plein de petits éléments bout à bout pour réussir, mais un seul, dans le mauvais sens, peut vous empêcher de réussir. Et c'est ça qui est difficile, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les détails, essayer d'optimiser tous les petits éléments, parce qu'un seul peut vraiment, littéralement, à lui seul, vous empêcher de réussir, et ça serait vraiment dommage. Et donc, en parlant de ça, un seul élément qui pourrait vous empêcher à lui seul de réussir, il est là, il est sous mes yeux, c'est ça, c'est le téléphone. Si vous avez la meilleure discipline du monde, le meilleur environnement du monde, mais que vous avez full dopamine tout le temps, que vous êtes en mode accro au réseau, accro aux notifications, accro aux mails, accro aux messages, accro au Snapchat, vous n'allez pas du tout réussir à travailler de manière focus toute la journée. Et en fait, c'est comme si vous restiez à la BU. C'est bien de passer 10-12 heures par jour à la BU, mais si c'est pour être déconcentré toutes les 5 minutes, ne pas réussir à se mettre en mode full focus sur un cours, finalement, moi je vous dis, ce sera plus simple pour vous. Allez vous balader, allez faire du sport, allez profiter de l'été, partez en voyage, profitez-en. Mais ça ne sert à rien de se mettre parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même difficile. Bien sûr que quand on est dans le bon environnement, etc., c'est beaucoup plus facile et finalement, c'est quand même assez satisfaisant de se voir réussir, de se voir progresser, de se voir travailler et d'être fier de soi. Mais c'est encore plus dur. C'est difficile d'essayer de faire ça, mais de lutter tout le temps, d'être malheureux parce que en fait, on est tout le temps en train de choisir entre téléphone et travailler, on est tout le temps en train de choisir entre aller dehors et travailler, ça reste difficile. Donc, moi, je vous dis, vaut mieux se faciliter la tâche et supprimer un maximum de distractions pendant ces années charnières-là, pendant cette salle du temps. Imaginez, c'est pour ça que la salle du temps, c'est parfait. Imaginez-vous, vous rentrez dans la salle du temps, vous laissez le téléphone à l'entrée. Et après, quand vous sortirez de cette salle du temps, une fois que vous aurez passé le concours, une fois que vous êtes interne ou que ça y est, vous êtes en 2e année de médecine, vous allez pouvoir sortir de la salle du temps et récupérer votre téléphone et faire un petit peu ce que vous voulez. Après, voilà, vous êtes libre. Moi, je me rends quand même compte que de manière générale, si on a des objectifs dans la vie, qu'on a envie de faire d'autres choses, que ce soit même progresser pour travailler ses cours à côté, pour être un bon interne, pour être un bon chirurgien, pour être le meilleur, il faut quand même essayer de réduire un maximum toutes ces sources de distraction. Mais là, j'ai pas envie d'être dans l'extrême non plus. Moi, personnellement, je suis un peu dans l'extrême, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et il y en a pour qui, après avoir tout donné pendant la 6e année ou pendant la première année, ils vont quand même bien relâcher la pression et on ne demande pas à tout le monde d'être une machine à productivité, même si je pense que finalement, ça rend plus heureux de travailler sur des objectifs qui ont du sens, de se voir progresser dans la vie, de se voir accomplir des objectifs, de se voir avoir des projets. Et voilà. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Mais en tous les cas, pendant cette salle du temps, on pourra parler si vous voulez en dehors de la salle du temps, mais
pendant cette salle du temps, le téléphone, il reste à l'entrée, un minimum de distraction. Franchement, toutes les sources de dopamine, idiotes, de l'alcool, de la pornographie, du téléphone, des jeux vidéo. Franchement, malheureusement, il y a trop de gens qui ne se rendent pas compte que ça leur détruit leur productivité, ça leur détruit le cerveau et ça les empêche littéralement d'avoir, de travailler facilement. Parce qu'en fait, c'est un cheat code. Le mec ou la fille qui arrive à supprimer ça par rapport aux autres, il est doigt dans le nez parce qu'il est là et il se met sur son bureau et il se pose pas la question est-ce que je prends mon tel. Il sait que dans tous les cas, je vais pas dire qu'il n'a pas le droit, mais il sait que ça lui sert à rien. Il ne le prend pas et donc c'est beaucoup plus facile. Et en fait, c'est un effet cumulé, c'est-à-dire que moins vous en avez, plus c'est facile. Et moi, je me rends compte et je fais des tests des fois. Disons que je vais avoir un petit faible, par exemple, je le sais parce que voilà, c'est comme ça, mais moi je travaille là-dessus. Je vais avoir un petit faible pour les jeux vidéo. Ben, quand, je sais pas, la période de vacances et que j'ai joué aux jeux vidéo pendant les vacances et que je reviens après une semaine de vacances pendant une semaine de travail, ben, au début c'est dur parce que je suis là, je me dis, waouh, j'ai la flemme de tourner une vidéo YouTube, j'ai la flemme de réviser mes cours parce que je pourrais être sur mon téléphone à jouer, à kiffer et tout. Mais en fait, ça rend les choses encore plus dures et on pense qu'on se détend, on pense que on cède à rendre le chemin plus agréable, moins difficile, mais au contraire, on le rend encore plus difficile parce que à chaque mini décision de est-ce que je dois bosser ou est-ce que je dois être sur mon téléphone à regarder des vidéos satisfaisantes, eh ben, on use de la volonté et donc c'est encore plus difficile. Donc c'est ça le vrai paradoxe et si j'ai un seul message à vous faire passer, c'est celui-là, c'est ne pensez pas que parce que vous avez zéro distraction que c'est encore plus dur. Au contraire, ça paraît moins agréable, mais on s'habitue à ce côté un petit peu. Alors attention, moi j'étais dans l'extrême quand j'étais en sixième année, j'étais vraiment en mode moine. Enfin, franchement, dans cette salle du temps, je ne sais même pas comment vous décrire vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais en sixième année. J'étais vraiment en mode conquérant, c'est-à-dire que j'avais pris mon téléphone, j'avais supprimé toutes les distractions, j'allais à la BU tous les jours, j'étais tellement focus et en fait, c'est pas arrogant, mais quand je vois avec le retour, avec le recul, l'état d'esprit dans lequel j'étais en sixième année, c'est pas du tout étonnant que j'ai réussi de manière aussi significative. C'est parce que j'étais une machine à travailler et j'avais pas de distraction, j'étais pas là. Moi, je voyais mes potes, ils étaient là, des fois, ils étaient à la BU entre deux cours sur le téléphone et tout. Moi, j'étais full focus. Et il y a un bout d'un moment, le travail paye et il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, les distractions, ben, finalement, en fait, c'est encore plus simple de réussir quand on les a pas. Moi, je vous conseille d'en éliminer un maximum, se protéger des distractions numériques, se protéger des distractions sociales qui sont parce que attention à ne pas enlever non plus toutes les interactions sociales. C'est hyper important de voir ses amis, de voir sa famille, de faire de temps en temps un petit peu un sport ou une sortie qui nous fait du bien, qui nous fait du bien. Mais voilà, attention à l'entourage toxique, attention à l'entourage qui vont nous faire sortir. Finalement, le samedi, ça dérape, on finit à 3 heures du matin en boîte et ça va pas. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas du tout là pour vous donner des. J'ai vraiment pas du tout envie d'être en mode moralisateur, vous dire ça, c'est pas bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous dis juste que voilà, moi, ce que j'ai appris en donnant tout pour réussir. Voilà ce que j'ai vu quand j'ai vu mes amis. Et voilà ce que moi aussi j'ai expérimenté. Et je vous donne mon ressenti. Après, je suis pas du tout là en train de vous donner des leçons. Vous faites ce que vous avez envie. Mais effectivement, pour celui qui a vraiment envie de réussir, qui a envie de viser le top 500, eh ben, c'est quand même beaucoup plus simple de recharger ses batteries en voyant ses amis, je sais pas, autour d'un verre pour discuter avec des potes qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'aller faire un padel ou d'aller courir avec des potes, d'aller marcher au bord de la mer. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, il y a des choses qui nous donnent de l'énergie parce qu'on n'a pas l'impression que sa vie elle est nulle, et il y a d'autres choses qui nous drainent littéralement notre énergie à passer la soirée à jouer aux jeux vidéo tout seul ou passer la soirée tout seul à regarder des séries et au final après on est déprimé parce qu'on est solo. Voilà, il y a des choses qui nous rechargent et des choses qui nous déchargent et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Voilà. Donc ensuite, partie 4, donc on a vu partie 3, discipline et suppression des distractions. Partie 4, la puissance de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est un effet boule de neige. Au début, dans la salle du temps, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et après, au d'un moment, ça va devenir monstrueux. C'est-à-dire que le début d'année, moi, c'est les 2-3 premières semaines, c'est un peu difficile, on se met dedans, on commence à supprimer les distractions, on voit un peu moins les gens qui sont pas dans ce même état d'esprit. C'est un peu dur. Et après, en fait, moi j'appelle ça, et j'avais créé une formation et je pense que ça avait très bien marché, c'était le mode flow, enfin le flow, et du coup moi j'avais appelé ça MedFlow. C'est exactement ce que j'étais en sixième année, c'est-à-dire que j'étais dans le flow, c'est-à-dire que j'étais tellement dans un truc où le temps, il défilait autour de moi, ça passait, les journées de travail, elles passaient l'une après l'autre, j'étais tellement focus dans mon travail, tellement
à fond, j'étais dans le flow et quand on est dans le flow, je vous garantis que c'est un truc de malade ce que vous pouvez faire et vraiment, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est comment vous allez réussir à rentrer dans ce flow-là, comment vous allez réussir à rentrer dans un mode le cerveau, boum, on le passe en mode machine de combat. Et tous les jours, on arrive hyper concentré, on sait ce qu'on a à faire. Moi, voilà, je savais parfaitement, et on va en parler juste après, en termes de savoir parfaitement quoi faire chaque jour, parce que c'est beaucoup plus simple de passer en mode autopilote, et c'est exactement ce que je partage, ce que j'avais partagé à l'époque dans la formation MedFlow, et c'est exactement ce que je continue à partager dans le groupe. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait la prépa 100% gratuite, c'est la prépa 1%, et pour tous les étudiants qui ont envie d'être dans ce top 1%, prépa gratuite, je vous partage des astuces de productivité en médecine, enfin voilà, plein de choses. Et après, on est quand même maintenant 3500 sur cette prépa, donc je ne peux pas aider tout le monde. Et donc là, il y a une toute petite partie des étudiants, 1%, c'est déjà pas mal. 1% des étudiants, on est à peu près une trentaine que j'accompagne vraiment en individuel, que j'accompagne, on fait des lives toutes les semaines, tous les dimanches. Donc voilà, il y a la prépa, le groupe premium de la prépa. C'est pas très cher, hein, c'est 20 € par mois pour les étudiants, mais bon voilà. C'est ce que j'ai mis en place. Et dans cette prépa, avec le groupe premium, je partage la méthode. En fait, c'est un petit peu MedFlow, mais qui est adapté et MedFlow avec de l'accompagnement. C'est ça qui est pas mal. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation, mais peu importe, je ne suis pas là pour faire la publicité. Ce que je veux vous dire, c'est que ce mode flow, ce mode salle du temps, c'est ce que personnellement j'ai expérimenté et je me rends compte que quand vous êtes dans ce flow, dans cette dynamique, vous explosez tout et c'est un truc de malade à quel point c'est puissant. Et voilà, et donc c'est vraiment c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ce que je peux vous souhaiter, c'est réussir à accomplir, à rentrer dans cet état-là et de passer en mode machine de combat. Je me pose plus de questions. J'arrive le jour enfin j'arrive chaque jour. Donc moi, quand j'étais en première année, c'était très simple. J'avais la méthode des J. Du coup, j'arrivais et je savais quel cours je devais faire parce que j'avais mon cours du jour, les 2 cours du jour, les J0, les cours de la veille, les J1, les cours de la semaine d'avant, les J7, les J3 si j'étais en milieu de semaine. Et dès que j'avais fini mes J, je faisais full QCM, comme ça au moins j'étais en mode full entraînement. Et voilà, je me posais pas de questions. J'avançais, j'avançais, j'avançais. J, QCM, J, QCM, J, QCM. Et je bombardais. La seule erreur que j'ai fait en première année, c'est de ne pas faire assez de sport. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en sixième année, c'est ce que j'ai fait. Et en sixième année, je devais faire un tour de programme de septembre jusqu'à février. Donc j'avais pris les collèges un par un et bam, 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 chaque semaine, chaque jour, je débitais 100, 200 pages, je les massacrais les collèges. Tout en étant à fond compréhension, à fond révision active, concentration, appliquer les connaissances. Donc voilà, c'est tout ce que je vous partage depuis des années sur cette chaîne. Compréhension, révision active, répétition et appliquer les connaissances en QCM. Voilà, c'est toujours la même méthode. La méthode finalement pour réussir, elle est finalement assez simple. Et voilà, et donc j'étais en mode machine, je prenais les collèges un par un, je les massacrais jusqu'à février. J'avais fait un tour complet. Quand je suis arrivé en février, j'ai fait un mois d'anal pour vraiment me dire en mode ok, là je viens de faire un tour complet, j'ai les connaissances qui sont assez fraîches, je vais m'entraîner vraiment ce qui est susceptible de tomber pour voir comment je me débrouille, comment je peux analyser mes erreurs. Donc j'ai fait un tour d'anal complet, j'avais des notes qui étaient plutôt bonnes, mais bon voilà, j'avais pas non plus 17 partout, sinon j'aurais fini. Voilà, donc j'ai fait un tour d'anal et après, ensuite j'ai refait un tour complet de programme en ayant une vision beaucoup plus précise de ce qui était susceptible de tomber, en ayant voilà, en ayant vu un petit peu ce qu'on attendait de moi et donc de réviser de manière beaucoup plus spécifique. Donc voilà, j'ai refait un tour entier. Et après, donc j'ai fait le concours blanc, ça s'est bien passé. Et après, il restait un mois avant le concours. Je me suis dit, ok, il reste un mois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc pareil, je me suis posé un week-end et je me suis dit, un mois, 30 matières, une matière par jour. Et pendant un jour, je fais, par exemple, tout le matin, je fais full QCM dans tous les sens. Je m'envoie des QCM comme un malade. Et après l'après-midi, j'analyse toutes mes erreurs et je reviens sur les cours en fonction de ce que j'ai besoin de réviser. Voilà. Donc voilà un petit peu donc puissance de l'accumulation, plus être en mode machine de combat et appliquer une stratégie de révision exceptionnelle, donc faire mieux que 99% des gens, réviser avec donc compréhension, répétition et entraînement. Et je me rends compte encore plus, c'est qu'il faut analyser ses erreurs. C'est-à-dire que il faut travailler ses cours de manière efficace, donc de manière active, en étant concentré. C'est exactement tout ce que je partage depuis des années sur cette chaîne, ce que je partage dans la prépa premium, etc. Voilà, travail de manière active, concentré, compréhension et tout. Et ensuite, on applique les connaissances et on analyse pourquoi on fait des erreurs. Et quand vous faites ce trépied-là de méthode active, faire des erreurs, faire des QCM et analyser ces erreurs, et donc faire cette boucle de rétro-entraînement. Et comme ça, quand vous révisez vos cours, vous dites ah oui, c'est vrai, tac, 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 tac. Là, vous devenez un monstre. Vous devenez un monstre. Parce que, évidemment, c'est normal de faire des erreurs.
Mais sauf que de un, si vous ne faites pas de QCM, vous n'allez pas savoir les erreurs que vous faites. Et de deux, si vous n'analysez pas vos erreurs, vous n'allez pas pouvoir réajuster votre apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment le trépied indispensable. Et donc ça, c'est la partie numéro 5. La partie numéro 6, ben, pour pouvoir tenir ce rythme, il faut quand même un pacte physique et mental. Donc entraînement physique, faire du sport pour se défouler, pour augmenter son niveau d'hormones masculines ou féminines, pour avoir un sommeil de qualité ensuite. Et ensuite avoir quand même une bonne santé mentale, c'est-à-dire voir sa famille, voir ses amis, se sentir bien dans son quotidien. Et se sentir bien, ça veut dire aussi prendre soin de soi, ça veut dire avoir une méthode qui nous plaît, dans un environnement qui nous plaît pour ne pas tout le temps être en train de subir, en avoir marre, etc. etc. Alors bien sûr, je le sais, et parfois quand on est en stage, quand on est aux urgences, quand on a des gardes, c'est plus dur. Il y a des moments qui sont plus durs, mais il faut s'accrocher. Et c'est pour ça que moi j'aime bien la prépa premium où je fais des lives toutes les semaines, parce que toutes les semaines, je suis là pour vous rassurer, pour continuer à vous motiver, continuer à vous booster. Et voilà, donc ça c'est important, et c'est là aussi il y a l'intérêt de l'accompagnement, et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé en le moins de temps possible, parce que bien sûr on va pas s'appeler tous les soirs, mais tous les dimanches à 10h on se retrouve pour un live, pour faire le point sur les objectifs de la semaine, pour faire le point sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et garder cette dynamique. Et voilà. Donc ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description, vous allez voir. Sinon, on passe à la suite. Et donc, dernier élément, l'explosion finale. Arriver comme un titan le jour J. Donc, pourquoi tu as de l'avance sur tout le monde? Parce que tu sais que tu as passé 1 an dans la salle du temps, tu sais que tu as passé 3 mois dans la salle du temps. Donc, de 1, tu es confiant, tu sais que tu es prêt. Et pour avoir cette confiance-là, en fait, il faut savoir que tu es prêt, il faut savoir que tu as tout donné, tu sais que tu as tout donné. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas de regrets. Et tu te dis, voilà, je me suis massacré. Maintenant, le travail est fait. J'aurais pas pu faire plus. Quand vous savez que vous n'avez pas pu faire plus, mais quand je dis vous savez que vous n'avez pas pu faire plus, c'est pas non plus j'ai travaillé 15 heures par jour sans prendre de pause, sans voir mes amis, sans faire de sport et en dormant 5 heures. Non, c'est pas ça, faire plus. Faire plus, c'est dans le bon équilibre, dans cette bonne recette, avoir donné le maximum. C'est-à-dire travailler 10 heures. En gros, c'est à peu près ça, c'est 10-12 heures de travail vraiment concentré, efficace, en ayant bien dormi, en ayant un bon état mental, bon état physique, et en arrivant dans ces conditions-là le jour du concours. Si vous arrivez comme ça le jour du concours, vous vous dites, bon ben voilà, j'ai tout donné, j'ai aucun regret, il n'y a pas de problème, voilà, j'ai confiance en moi, je sais que dans tous les cas, dans ma situation à moi, je suis dans les meilleures conditions pour réussir, donc j'ai aucun regret. Voilà. Et quand vous arrivez comme ça le jour du concours, et ben finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors après, on en reparlera un petit peu de manière plus spécifique, la préparation mentale que moi je conseille et que j'ai adapté pour arriver le jour du concours en mode, les gars, je vais tout massacrer, mettez-vous aux abris parce que je vais vous fracasser. Et j'étais vraiment dans ce switch mental en mode, les gars, là, je viens en conquérant. Et c'était hyper important. Et peut-être que c'est pas une mentalité qui va parler à tout le monde, peut-être notamment c'est un peu moins féminin, mais dans tous les cas, j'étais en mode, j'arrivais, le casque, musique de guerrier, musique de motivation de ouf, et je suis arrivé vraiment déterminé. Déterminé. Et quand on arrive déterminé et confiant, il peut se passer des choses assez exceptionnelles. Voilà donc un petit peu cette explosion le jour du concours. Après, j'ai fait notamment dans la prépa premium, j'explique comment aborder la semaine avant le concours, comment aborder le week-end avant le concours, tout ça pour arriver frais, motivé, reposé, confiant, tout ça, tout est expliqué. Et je me ferai une vidéo dédiée ici si vous voulez, mais voilà, dans tous les cas. Et donc pour récapituler, on peut littéralement changer sa vie en 3 mois, en 1 an, en rentrant dans la salle du temps. Mais c'est vraiment à toi de te créer ta propre salle du temps. Personne va venir t'ouvrir une porte, te dire bonjour monsieur. Même la prépa. La prépa, elle vous donne une partie des éléments, mais elle ne vous donnera pas tous les éléments. Et donc c'est à vous de reconstruire l'ensemble du puzzle, l'ensemble des pièces que je viens de vous partager, qui sont objectif obsessionnel, engagement total, importance de l'environnement, discipline et suppression des distractions, accumulation, méthode de travail exceptionnelle, préparation physique et mentale et arriver comme une machine le jour du concours. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, vont faire que vous êtes dans la salle du temps et vous allez réussir, vous allez augmenter significativement vos chances de réussir. Voilà, donc le message pour finir, c'est que vous pouvez littéralement changer votre vie en quelques mois, en quelques années. Et quand je vous dis changer votre vie, c'est ça qui est génial, c'est que là, moi, je suis quand même content de vous partager ces vidéos parce que ça y est, je suis passé ça. C'est pas comme si je vous racontais des choses théoriques, c'est je suis passé par là, maintenant je suis interne.
je commence à gagner ma vie en tant qu'interne, je peux commencer à faire des remplacements et gagner encore mieux ma vie et donc gagner plusieurs milliers d'euros par mois et me rendre compte de la liberté que ça donne, de faire un métier qui a du sens et de me projeter, de me dire dans 3 ans, je suis radiologue diplômé, je vais gagner 10, 15 000 euros par mois, je vais travailler où je veux, je vais faire un métier qui a du sens. Ma vie a changé par rapport il y a 10 ans où j'étais lycéen qui n'avait rien. Et maintenant, ma vie a changé et elle va continuer à s'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine. Et ça, c'est exceptionnel et c'est ce que j'ai envie de pouvoir aider chaque étudiant à avoir la chance de vivre ça et de vraiment, que ce soit un lycéen ou un première année qui m'écoute, qui se dit: «Ah et moi aussi je peux devenir un médecin, moi aussi je peux devenir un dentiste, moi aussi je peux avoir la vie que je mérite» et pour tous les externes qui sont ici, se dire: «Moi aussi je peux choisir la spécialité de mes rêves, moi aussi je peux, faire ophtalmo, chirurgien, peu importe, ou ça peut être très bien être médecin généraliste, mais dans la ville où vous voulez, vous avez le droit de ne pas subir, vous avez le droit de réussir. Tout le monde a les chances de réussir si vous vous donnez les moyens, si vous rentrez dans cette putain de salle du temps, vous pouvez réussir. Il n'y a pas de personne plus intelligente. Oui, il y a certaines personnes qui sont un peu plus des génies, un peu plus doués, mais ça représente une petite partie des étudiants. Imaginons sur 300 places en médecine, il y en a peut-être 20 qui sont euh, où il y a des gens qui sont vraiment hors du commun et qui vont réussir dans tous les cas. Mais ces gens-là, il ne faut pas compter sur eux, il ne faut pas se comparer à eux, et dans tous les cas, il y aura toujours de la place pour la version de vous-même qui donne tout. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous faire passer. Il y a une place pour la personne vous-même qui donne tout. Mais c'est cette version qui donne tout. C'est pas la version de vous-même qui est en mode à moitié, qui a peur de prendre une prépa, qui a peur d'habiter à côté de la fac, qui a peur de partir de chez ses parents, qui a peur de travailler 10 heures par jour, qui a peur de, qui a peur de, qui a peur de. C'est pas cette version-là de vous qui réussit. S'il y a une version de vous qui réussit, c'est la personne qui se massacre. C'est la personne qui a la discipline. C'est la personne qui sort de sa zone de confort. C'est la personne qui supprime les distractions. Et voilà. Donc si j'ai envie de vous partager des choses, c'est ça. Et c'est un message d'espoir parce que moi, je vois des gens qui ont réussi, qui, sur le papier, au lycée, c'était des étudiants lambda, paumés, mais ils ont switché mentalement. Et si vous comprenez que la seule différence entre vous qui ne réussissez pas et vous qui réussissez, c'est le mental. C'est qu'est-ce que, dans, à quel point vous dites je peux réussir. Et en fait, au début, je disais que c'est 50%, mais c'est 90% du travail. C'est est-ce que je peux réussir. Et si vous dites au fond de vous, je peux réussir, mais cette version de moi qui réussit, c'est la version qui donne tout, vous avez débloqué un truc mentalement. Et si je peux vous débloquer à un seul étudiant ici qui me regarde que c'est ça, que j'ai le droit de réussir, mais à condition que je donne tout, que ce soit la version de moi-même qui, la version ultime, et c'est pas la version de vous-même ou comparée à quelqu'un d'autre, je fais exactement comme lui, c'est votre version à vous, c'est quelle version de vous il faut pour que vous réussissiez. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, si vous avez le lien de la prépa premium pour ceux qui ont envie de se faire accompagner, qui veulent les lives toutes les semaines, je suis en train de monter un projet dans lequel je vais mettre toutes les vidéos de l'externat au format vidéo. Donc, vous allez avoir des lives toutes les semaines pour pouvoir répondre à vos questions. Vous allez avoir également des vidéos pour comprendre tous les cours. J'en tourne une partie, je suis en train de recruter des conférenciers. Donc ça va devenir vraiment, moi je vous dis, j'ai envie de concurrencer les prépas parce que là, c'est un scam en fait. On n'a pas assez. J'ai envie vraiment d'aider les étudiants à passer à un autre niveau, que ce soit avec de la préparation mentale, que ce soit avec de la préparation méthodo et que ce soit avec de la compréhension avec les cours. On va, je vous le dis, en quelques années, j'ai une confiance ultime dans le fait que dans quelques années, au fur et à mesure, je vais créer un produit qui va être exceptionnel. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, qui ont envie de rejoindre l'aventure maintenant, le lien est dans la bio. Et pour tous ceux qui ont envie également d'un support de cours exceptionnel, je me suis associé avec un étudiant qui a fini 200e au concours de l'EDN il y a 1 an, donc qui est actuellement ophtalmo 200e, qui a créé les meilleures fiches du concours que j'ai jamais vu finalement, des fiches 100% modifiables, 100% personnalisables, qui vous évitent de refaire tous les collèges, de devoir relire 40 collèges de 500 pages. Vous avez tout qui est centralisé sur Notion, des fiches qui sont modifiables, qui sont mises à jour. Donc voilà, je fais suffisamment la pub sur Instagram. Si vous avez envie d'aller le découvrir, c'est pareil, le lien est dans la bio. Vous allez voir les fiches. Il y a une vidéo qui vous montre à quoi ressemblent les fiches. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si vous avez envie de lire les collèges, ça marchera aussi. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous souhaite de très bonnes révisions. Je vous souhaite le meilleur. C'était Robin. Ciao.